Bonjour à tous, bonjour Jean-Baptiste Djebbari. Bonjour à vous. Le ministre délégué au transport, en ce jour de grève massive à la RATP. Quel est l'état des lieux ce matin dans les transports franciliens? Un peu plus, un peu moins, ou finalement aussi peu de métro et de RER qu'annoncé? C'est mieux qu'annoncé. Il y aura des perturbations fortes. La RATP avait communiqué dès mercredi le plan de transport initial et nous avions recommandé, tant que faire se peut, d'exercer à distance ou de différer les trajets. Mais ce sera mieux. Il y aura par exemple plus de RER. Il était prévu d'avoir des RER jusqu'à 21h30 sur la ligne A, ce sera 23h30. Et puis il y aura plus de métro sur la ligne 6, sur la ligne 11. Donc j'invite chacun à se reporter sur l'application et le site de la RATP pour avoir le détail des améliorations heure après heure. Les lignes fermées le seront bel et bien. Il y aura des lignes fermées et effectivement cette grève est suivie. C'est une grève effectivement qui s'annonçait très suivie. Quel est le pourcentage de grévistes, d'agents grévistes que vous connaissez ce matin? C'est une grève suivie, nous n'avons pas encore les chiffres, nous les aurons à 10h, mais cette grève effectivement elle est suivie et par ailleurs vous savez que la direction a mené des... Ça veut dire quoi? Plus de 60%, de 75% de grévistes? C'est autour de ces chiffres-là, c'est une grève effectivement qui est suivie. Non, je n'ai pas le chiffre exact, je ne voudrais pas dire un chiffre qui soit inexact, nous aurons le chiffre à 10h, on communiquera évidemment en toute transparence, mais c'est une grève qui est suivie. En découle effectivement des perturbations qui sont très importantes et qui évidemment entravent la circulation d'un très grand nombre de franciliens. Vous avez fortement encouragé les usagers au télétravail. Est-ce que vous attendez aussi à une journée noire sur le réseau routier, à des bouchons, à un fort trafic qui a commencé ce matin, d'autant que c'est aussi une journée de départ en vacances? Alors depuis le début de la crise, on observe quand même que les lundis et les vendredis certainement sont plus télétravaillés et nous avons d'une manière générale depuis le début de la crise Covid moins de monde sur les routes le lundi et le vendredi. Mais nous cumulons ça effectivement avec le phénomène de départ en vacances. Cela dit, là aussi, depuis quelques années maintenant, les gens qui partent en vacances étalent leur départ entre le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc nous nous attendons à une journée du samedi très, très chargée en termes de départ. Mais aujourd'hui, les choses devraient se passer de façon assez fluide et harmonieuse et nous invitons évidemment chacun à prendre patience le cas échéant. Alors sur le fond, sur les raisons de ce conflit, il s'agit d'une grève lancée par l'ensemble des syndicats et d'une ampleur qu'on n'avait pas connue depuis la réforme des retraites. Qu'est-ce qui dénonce les syndicats? Eh bien l'augmentation trop faible des salaires que propose aujourd'hui la RATP, qui est selon eux de 0,4%. Est-ce que c'est un motif que vous recevez, que vous entendez, puisque la RATP, je le rappelle, est une entreprise publique? Non, la RATP, la direction de la RATP, sa patronne Catherine Guillouard a fait une proposition très honorable, raisonnable pour l'augmentation des salaires. C'est 2,7% quand on prend l'ensemble des éléments, les mesures catégorielles, l'ancienneté, la rémunération, certaines mesures transverses, 2,7%. Mais vous savez ce que vous répondent les syndicats, M. Djebbari? 2,7%, ça comprend des mesures individuelles. L'augmentation générale, elle, n'est que de 0,4%. Est-ce que vous allez changer ça? Vous savez, 2,7%, c'est ce que les agents de la RATP auront sur la fiche de paie. Et donc, il faut parler très concrètement sur ce qu'auront les agents de la RATP en moyenne. 2,7%. En moyenne, mais donc certains sont plus augmentés, d'autres moins. Là, il parle d'une augmentation générale. C'est une entreprise publique, certes, avec des niveaux de rémunération plus élevés que le revenu médian en France. Et donc, c'est une entreprise dans laquelle un dialogue social est nourri. Et par ailleurs, en mars, du fait des bons résultats du groupe RATP, il y aura une prime d'intéressement qui sera au moins égale, très certainement supérieure à celle de l'an passé. C'était 1 000 € par agent en moyenne. Donc le dialogue social est nourri, la proposition de la direction de la RATP est une bonne proposition et moi j'invite les syndicats à la saisir. La bonne proposition de la direction de la RATP, comme vous dites, elle ne va pas bouger si on vous entend bien. Vous en resterez, enfin l'État et la présidente de la RATP en restera aux propositions qui sont faites. Il n'y a pas de marge de négociation. C'est à quoi s'attendent les syndicats. Vous avez compris que l'État, qui est donc l'actionnaire public de la RATP, soutient la proposition de la direction de la RATP. Et il n'y aura donc pas de négociation, puisque des négociations doivent avoir lieu ce matin. Pas par dogmatisme, parce que c'est une bonne proposition. Moi, j'ai écouté précisément ce qu'ont dit les syndicats. La réalité, c'est que sur les fiches de paie, en moyenne, on aura plus 2,7%, ce qui est en moyenne. On a bien compris. Ça ne concernait pas tout le monde. Au moins 1 000 € par agent en mars. Alors, les agents disent qu'ils ne sont pas récompensés, en quelque sorte, du maintien du service public pendant la pandémie, des efforts qui ont été consentis, que l'inflation aujourd'hui atteint 2,9%. La CGT, par exemple, vous demande 90 € d'augmentation mensuelle. Pourquoi ne répondez-vous pas, finalement, à cette revendication? Non, mais nous répondons sur l'ensemble du secteur des transports à ces revendications, raison pour laquelle il y a un dialogue social. Après, il faut regarder très concrètement, en fonction des entreprises, quelles sont les capacités de l'entreprise. Je prends un exemple. Le transport routier, par exemple, a consenti des investissements, des augmentations de rémunération importantes, autour de 6%, parce que le trafic le permettait, la situation financière des entreprises le permettait. Et ce n'est pas le cas à la RATP. Je rappelle quand même que sur le réseau francilien, d'une manière générale, depuis la crise, nous n'avons jamais retrouvé
le niveau de fréquentation. Nous sommes remontés à quasiment 85% et redescendus au gré des crises Covid autour de 65%. Ce qui fait que l'État paye chaque année, en ce moment, plusieurs centaines de millions d'euros à Île-de-France Mobilité pour, en quelque sorte, équilibrer le modèle financier. Donc nous sommes dans un moment où il y a des incertitudes de moyen terme sur le modèle économique des transports en commun, raison pour laquelle aussi... L'État n'a pas les moyens aujourd'hui d'augmenter les salaires. L'État regarde lucidement la situation. Il y a le sujet effectivement de l'inflation. Nous avons mis en place des dispositifs de droit commun. Il y a les sujets des entreprises. Nous soutenons la proposition de la direction de la RATP. Et puis il y a le contexte global dans lequel se déroulent les transports en commun. Et vous avez compris qu'il y a encore des incertitudes. Et il y a aussi une inquiétude sur la concurrence qui va s'ouvrir à partir de 2025 pour les bus, normalement en 2040 pour les métros et pour les RER. Est-ce que vous comprenez que là aussi il y a une inquiétude des agents de la RATP aujourd'hui? Je le comprends. Raison pour laquelle il y a maintenant quelques années, nous avons posé un cadre vraiment précis dans la loi qui vise à organiser une concurrence qui soit saine et équitable. Et c'est ce que nous avons traduit dans les textes et c'est ce qui va s'exercer. Elle se fera de façon saine et équitable. Après, vous savez que c'est la région, sans faire de politique ici, c'est la région. Dirigée par Valérie Pécresse. C'est la région qui organise les appels d'offres. Et moi, je souhaite que les appels d'offres soient organisés conformément à l'esprit et à la lettre de la loi, c'est-à-dire en organisant une concurrence saine et équitable et en ne tirant pas les prix vers le bas. Autre sujet, Jean-Baptiste Djebbari, est-ce que le masque sera bientôt un souvenir dans les transports? Vous avez annoncé qu'il ne serait plus obligatoire à la mi-mars, mais pourquoi attendre la mi-mars alors que, on l'a dit, aujourd'hui l'épidémie observe une baisse nette? Est-ce qu'il faut attendre encore? On se contamine encore dans le métro, dans les trains, dans le RER? Bon, d'abord, le masque, c'est l'outil de protection principal dans les transports en commun depuis le début de la crise. On a aujourd'hui un seul pays à l'échelle du continent européen qui l'a retiré, c'est le Royaume-Uni. Et donc aujourd'hui, on regarde avec nos homologues européens, pour les transports notamment internationaux, comment se coordonner au mieux, parce que l'idée c'est quand même d'avoir un dispositif harmonisé à l'échelle de l'Europe au moins. Et puis deuxièmement, on a des critères objectifs qu'a précisé Olivier Véran hier, c'est-à-dire d'avoir au moins une circulation du virus relativement faible, c'est le sujet du taux d'incidence, et de ne plus saturer les hôpitaux. Mais plus tard, il sera quoi? Il sera juste recommandé? Voilà, l'idée c'est probablement de passer d'une obligation à une recommandation dans un premier temps. Et puis après, nous verrons aussi avec l'OMS ces sujets des épidémies. Aujourd'hui, ce sont des sujets... Jean-Baptiste Djebbari, est-ce que la recommandation... Juste là-dessus, il n'est pas impossible que parfois, au cœur des épidémies, quels que soient d'ailleurs les virus intéressés, nous ayons des recommandations de port du masque. Mais la recommandation, justement, est-ce qu'elle a une efficacité dans la mesure où on sait que lorsqu'on porte le masque, on protège surtout les autres? Non, mais c'est pour ça que le critère est sanitaire. Il faut que sanitairement les choses soient sous contrôle, c'est-à-dire un taux d'incidence, une circulation du virus relativement faible, contrôlée, contrôlable, et une désaturation des hôpitaux, et notamment la capacité de reprogrammer des opérations qui ont été déprogrammées. L'échéance de mi-mars paraît, en tout cas c'est une étape, et c'est un borne de réflexion que nous allons évidemment engager. Une dernière question. Vous êtes le champion, si j'ose dire, des réseaux sociaux dans le gouvernement, puisque vous avez un réseau TikTok, on ne va pas faire de publicité, mais c'est comme ça, qui a 800 000 abonnés. Oui, mais pourquoi justement vous avez choisi ce réseau qui est surtout regardé par les plus jeunes? Est-ce que c'est votre public? D'abord parce que je suis sur tous les réseaux, Instagram, Twitter et TikTok. TikTok, c'est vrai que c'est un peu plus jeune, et l'idée, c'était d'avoir un ton un peu plus... un peu décalé, en tout cas, d'adresser, de faire savoir l'activité du ministre des Transports, du ministère des Transports aux plus jeunes, et je constate que ça marche. Et donc c'est plaisant de voir que ça marche et que les gens qui m'arrêtent dans la rue me parlent des trains de nuit, me parlent de l'avion du futur, et donc je constate que c'est le fond du sujet est transmis, et c'est bien ça, bien sûr, qui m'intéresse. Est-ce qu'il ne vous parle pas aussi du fait qu'on vous voit dans une séquence TikTok très connue, virale, comme on dit maintenant, en vélo, en train, mais aussi en avion, en voiture de course, en bateau? On vous reproche parfois de promouvoir les transports de riches, les transports particuliers, au détriment des transports en commun. C'est ce que certains disent. Quand on vous voit à bord, par exemple, d'un avion, je rappelle que vous êtes pilote professionnel. On voit aussi à bord de TER, on voit aussi à bord de bus, on voit aussi à bord de péniche. Je ne suis pas sûr que ça qualifie... Vous êtes partout. Enfin, non, mais vous ne privilégiez pas particulièrement les transports en commun dans vos vidéos. Pour quelle raison? J'ai fait plusieurs vidéos dans le métro, par exemple. Donc non, j'essaie de parler de toute l'actualité du ministère des Transports. J'observe que souvent, on a tendance à dire que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique en général et aux politiques publiques en particulier. Moi, j'observe que c'est certainement... Les politiques n'arrivent pas à trouver les bons moyens de s'exprimer auprès des jeunes. Parce que les jeunes sont engagés, c'est vrai, de la transition écologique, mais ils sont intéressés par les différentes politiques. Et je trouve que c'est un bon canal pour leur passer des messages d'un ton, avec un ton un peu différent. Merci Jean-Baptiste Djebbari.